Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, chères consoeurs, chers confrères, et si vous le permettez, chers amis, c'est un honneur et un réel plaisir pour moi de procéder à l'installation de Dominique Perben, que vous avez élu en octobre 2021 membre titulaire de la deuxième section de notre académie au siège de notre confrère André Bacard. C'est aussi avec une certaine émotion que je voudrais retracer aujourd'hui les mérites et les parcours qui sont les siens. Il est vrai qu'une amitié ancienne nous lie, vieille aujourd'hui, de plus de 40 ans. J'étais à l'époque chef de cabinet de Jacques Chirac à Matignon. En 88, lui, déjà député de Saône-et-Loire. Mais il avait entamé depuis longtemps ce que l'on peut appeler une parfaite et authentique carrière politique, la seule qui compte, celle que l'on développe au service de ses semblables et aussi de la République. Je rappellerai que ce Lyonnais, très attaché à sa région d'origine, va enchaîner depuis l'externat Saint-Joseph chez les Jésuites toutes les étapes universitaires qui vont le conduire de Sciences Po à l'École nationale d'administration. Le sous-préfet Perben enchaînera les postes sur le terrain, puis les cabinets ministériels, mais ce qui restera le fil conducteur de la carrière de cet homme de conviction, c'est son implication entière dans sa vie d'élu au service de ses concitoyens. Il sera un des acteurs les plus engagés dans les fonctions électives locales, très attaché à Chalon-sur-Saône, dont il sera maire. Il arrivera aussi à animer avec talent le Conseil général et le Conseil régional de Saône-et-Loire, puis du Rhône. Durant ces années, il ne cesse d'observer ses contemporains. La réflexion et l'action continuellement se seront nourries l'une de l'autre. Il est de règle dans notre institution, lorsque l'on procède à l'installation d'un de nos membres, de ne pas évoquer les sujets qui pourraient attrister l'impétrant. Alors je ne vais pas rappeler les responsabilités successives qui lui ont été confiées dans l'organisation et l'animation d'un des grands partis politiques de la Ve République, où depuis 1984, il a enchaîné toutes les responsabilités pour devenir membre de droit du bureau politique de l'UMP, puis du RPR, depuis 2002. Il doit, aujourd'hui, espérer que par-dessus les tumultes accidentels se feront entendre les voix de la sagesse. Cet homme de conviction et d'influence sera plusieurs fois désigné pour assurer des fonctions ministérielles. De novembre 1995 à juin 1997, ministre de la fonction publique. De 2002 à 2005, garde des Sceaux. De 2005 à 2007, ministre des Transports, avec des premiers ministres aussi différents que Jean-Pierre Raffarin, Alain Juppé et Dominique de Villepin. Une des missions les plus délicates qu'il aura à assurer sera celle de garde des Sceaux. Un ministère très complexe, car comme il se plaît à le rappeler lui-même, dans cette charge délicate, on est dans le monde de l'humain. Tout ce qui ne va pas dans notre société se termine là, dans ce ministère. Il va, durant ces 3 années harassantes, enchaîner les réformes, ce qui nécessite patience et détermination pour faire accepter par l'Assemblée les textes qui, concernant
les règles de notre vie, de notre communauté, sont toujours l'objet d'analyses et d'études de nos parlementaires. Eh bien, les lois Perben seront toutes votées, jamais contestées. Mais le plus important des ministères qui lui seront confiés sera bien évidemment le ministère des départements d'outre-mer de 1993 à 1995, Édouard Balladur étant Premier ministre et François Mitterrand à l'Élysée. Là, l'homme de Lyon, l'homme de la Saône-et-Loire, l'homme de la Bourgogne va se métamorphoser. C'est surtout lui que je suis heureux aujourd'hui d'accueillir parmi nous. Un homme qui a su tirer le meilleur parti de cette découverte de la France lointaine. Il y représentera Jacques Chirac, il y fera sa campagne sur place, il accompagnera plus tard le président Macron. On le sollicite aujourd'hui sans cesse pour avoir son avis sur tel ou tel problème. Cette passion de l'outre-mer va le marquer, car il sait depuis longtemps que si la démocratie est un principe universel, il ne faut jamais oublier les différences de civilisation, de tradition, de mœurs. Dans ce rôle de ministre, il a compris que c'est à nos compatriotes ultramarins de fixer le rythme de leur évolution politique. Dominique Perben adaptera la politique aux réalités locales. Depuis cette époque, avec son épouse, que je salue, il y retourne souvent pour son plaisir et aussi par attachement. Alors sa récompense, quand il se promène en ville, en bordure de la mer, c'est de s'entendre dire « Alors l'ami ministre, tu es là, alors tu es revenu, mais alors tu l'aimes, notre île ?» Cette reconnaissance anonyme le touche. Vous l'avez compris, l'outre-mer tient une place éminente dans cette carrière exceptionnelle. Mais aujourd'hui, Dominique Perben s'est éloigné de la politique. Il a mis son expérience de juriste et d'avocat au service d'un groupe d'éminents confrères qui accompagnent des groupes français dans leur conquête de nouveaux marchés. Car dans le maquis complexe des règles juridiques internationales, une assistance reste toujours primordiale. Pour accomplir des missions aussi délicates, il faut d'autres qualités que celles de juriste. Il est essentiel de savoir analyser une situation, comprendre, décrypter. Il excelle dans cet exercice qui lui aura permis de mener à bien cette carrière originale au service des autres. Il était juste que notre compagnie l'accueille parmi ses membres aujourd'hui. Homme d'esprit, homme de cœur, je sais que Dominique Perben, en cette année du centenaire, apportera par sa précieuse expérience, arrivera à participer aux réflexions de l'Académie dans cette ligne des principes qui animent notre action, le savoir, la recherche de la vérité et le respect de l'autre. Il ne sera pas surpris, lui, parce que cela a toujours été sa règle de vie. Merci. Merci, Monsieur le Ministre. Merci, cher Michel. Monsieur le Ministre, vous avez la parole.
Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le suppléant de notre secrétaire perpétuel. Merci surtout, Michel, pour ces propos qui m'ont touché, très sincèrement. Et puis, merci à vous, consoeurs et confrères, qui m'accueillez aujourd'hui. C'est pour moi un réel plaisir. Et vous avez compris à travers les propos très élogieux de Michel combien mon attachement à l'outre-mer a pu me motiver à présenter ma candidature pour rentrer dans votre académie, et j'ai été sensible au vote positif dont j'ai bénéficié en octobre dernier. Alors la règle veut dans cette académie, et je trouve que c'est une belle règle, que celui qui arrive évoque celui qui était dans son fauteuil avant lui. Et donc je vais faire l'éloge, en quelque sorte, d'André Bacquard. André Bacquard, c'est un homme du Dauphiné, de l'Isère, de la montagne toute proche. Né en 1926 d'une famille de cultivateurs, une famille soucieuse de l'avenir de ses enfants, qui va faire des sacrifices pour permettre à André de poursuivre de brillantes études. André Bacquard restera toujours reconnaissant et fier de son père Eugène, ancien de Verdun. Il était à Verdun à 19 ans. Verdun où André Bacquard se rendra à plusieurs reprises, connaissant parfaitement le déroulé des combats, imaginant son père dans cet enfer. C'est à Verdun qu'il se rendra d'ailleurs avec l'Académie dans les dernières années de sa vie. C'est donc d'abord en Isère, à Grenoble, qu'André Bacquard poursuit sa scolarité. Attiré, dit-on, par la poésie, en particulier les textes d'Arthur Rimbaud, déjà l'aventure, puis la découverte de l'Afrique à travers un de ses professeurs, Jacques Richard Mollard, africaniste de renom. Après le baccalauréat, des études de droit et la préparation de l'École nationale de la France d'outre-mer, d'abord à Grenoble, puis au prestigieux lycée Louis-le-Grand de Paris. André Bacquard est admis au concours en 1947. Il intègre la section magistrature. Sa vocation pour servir l'outre-mer ne fait que se renforcer pendant toute sa scolarité à l'ENFOM. Après son service militaire et une période dans les chasseurs alpins, terreau de sa deuxième passion, la haute montagne, c'est le début d'une carrière étonnamment riche. D'abord, la Guinée-Conakry, où il est juge d'instruction, puis le Mali et ses grandes étendues. Il s'intéresse au mode de vie des Touaregs. Il rédigera même un mémoire sur les coutumes matriarcales touaregs. En juin 1957, André Bacquard se marie. Il aura 4 enfants, et je salue son fils Michel, qui est ici, et également une de ses filles, une seconde fille ayant dû nous quitter, je crois, il y a quelques minutes pour des raisons professionnelles. Et j'ai eu la chance de pouvoir évoquer avec son fils Michel ses souvenirs, les passions, les moments importants de la vie de son père. Après son mariage, c'est de nouveau la Guinée, jusqu'à l'indépendance de 1958, dans une atmosphère, nous nous en souvenons, de grandes tensions. Après la Guinée, c'est Brazzaville comme président du tribunal du travail, puis la Côte d'Ivoire. De 1963 à 1965, il vit un intermède hors Afrique, à La Rochelle, comme substitut du procureur. Mais comme me l'a souligné son fils, il n'a qu'une idée, repartir en Afrique. Et c'est le Tchad. Pendant 9 ans, comme juge d'instruction, puis président du tribunal, puis procureur général. Le Tchad, ses grandes étendues, ses différentes ethnies. Il partait parfois plusieurs jours avec un interprète pour rendre la justice. Il écoutait, il réfléchissait, il décidait. Il souhaitait profondément participer à la mise en ordre du monde, à la mise en ordre de la nature. Lorsqu'il était en métropole, il étouffait dans un bureau. Après le Tchad, il est revenu à Nanterre,
puis est reparti à Bangui. À Bangui comme conseiller juridique du président de la République centrafricaine, les présidents Dako, puis Kolimba. Ce fut une période passionnante pour lui, mais difficile, compte tenu de la situation parfois chaotique du pays. Il fut même blessé dans un attentat. S'agissant de la Centrafrique, il s'est intéressé aux années Bokassa et il a publié un livre, Les Martyrs de Bokassa, dont le seul but était de découvrir la vérité sur ces années, sans a priori, avec le seul souci de l'exactitude des faits. Revenu en France en 1984, il sera substitut général à la Cour d'appel de Paris jusqu'en 1988. Ensuite, il repart. Il repart encore en Afrique, à Djibouti, comme conseiller du ministre de la Justice. Puis il revient comme avocat général à Paris jusqu'à sa retraite en 1992. Quel beau parcours! Un parcours qui interroge, toutefois. Pendant cette période des années 50 aux années 90, c'est-à-dire en plein changement, tout a changé en 40 ans. Les dernières années de l'Afrique occidentale française et de l'Afrique équatoriale française. Cette carte de l'Afrique que j'avais aussi devant moi, enfant, dans ma chambre, et qui me faisait rêver, sans doute, comme elle faisait rêver André Bacquard. Cette capacité de rêver qui pouvait amener André Bacquard dans les profondeurs du Tibesti pour y rendre la justice. On imagine le décor. Ou encore, un peu plus tard, comme conseiller du ministre à Djibouti, dans cette terre particulière des Afars et des Issa. Il fallait, comme me l'a dit son fils Michel, une certaine idée de la France. Et au-delà de tout, une certaine conception de sa mission de civilisation. Et puis la langue française, qui pour lui était porteuse de culture et de progrès. Cette langue française qu'il a aimé écrire. Ce qui m'a frappé en parcourant son histoire, c'est ce goût pour l'écriture. Son fils Michel m'a rappelé qu'il écrivait beaucoup. Ça signifie qu'il travaillait sur le fond, qu'il souhaitait approfondir, aller au-delà de ses impressions, faire l'effort de la précision, de l'exactitude, faire l'effort de la vérité. Agir, décider, mais aussi réfléchir, prendre du recul, mettre en perspective. C'est cela, la personnalité d'André Bacquard. L'Afrique, c'était aussi à l'évidence l'aventure, le goût de l'aventure. Il admirait beaucoup Mermoz, m'avez-vous dit, l'aventurier par excellence. Je trouve assez émouvant la découverte d'une telle personnalité, haut fonctionnaire, haut magistrat, écrivain à ses heures, et en même temps fasciné par l'aventure avec les risques même physiques que cela implique. Alors la famille dans tout cela. Pour l'essentiel, la famille a suivi, comme disait quelqu'un. Mais ce fut parfois difficile. Par exemple au Tchad, dans les années 72-73, il souhaitait que ses enfants progressent, qu'ils puissent, comme lui, réussir leurs études. Cette mission de justice qu'il assumait par-dessus tout, elle était le signe, je crois, de son goût pour s'occuper des gens. Et on ne peut pas passer sous silence son implication dans le football. Je vais évoquer une histoire particulière qui m'a été racontée. Il a tout fait pour soutenir une équipe au Tchad, l'équipe Yal Tchad. Je ne sais pas si je prononce très bien. Et ensuite, pour faire venir en France un joueur qu'il avait repéré. Cet homme, connu dans le football sous le nom de Toko, et qui se souvient encore aujourd'hui de l'aide que lui avait apportée André Bacquard, sans laquelle il n'aurait jamais connu son destin sportif international. Cet accompagnement pour Toko, le footballeur, c'est aussi André Bacquard. Et Napoléon à Sainte-Hélène, c'est aussi André Bacquard. L'empereur était un de ces personnages historiques
qu'il admirait. Et c'est ainsi qu'il est parti en bateau depuis les côtes africaines pour l'île de Sainte-Hélène, ce lieu d'exil un peu mystérieux. Il voulait le découvrir, le sentir, le rêver, imaginer la silhouette de l'empereur sur ce caillou au milieu de l'Atlantique. Et au retour, ayant pris des notes, il en fit une communication à l'Académie. Cette académie, notre académie, qui lui a permis de poursuivre sa vie de découverte et de connaissance des Outre-mer. Il aimait les contacts qu'il y entretenait avec d'autres personnalités, ayant aimé comme lui les territoires et les cultures d'au-delà des mers, où la France avait projeté sa propre histoire. C'était aussi pour lui un moyen d'approfondir ses connaissances, souhaitant rester actif intellectuellement. Et il fut un vrai contributeur aux travaux et aux activités de l'Académie, en particulier par la rédaction de réflexions suite à des voyages d'études comme en Guyane ou à Verdun. Chers collègues, chers amis, cher Michel Bacquart, chère Madame Bacquart, c'est une belle vie que je viens de rappeler très succinctement. Une vie au service de la France, au service de son rayonnement dans le monde et particulièrement en Afrique. André Bacquart fut un grand serviteur de l'État. Il avait le sens du service public et il a sans doute essayé d'aller au bout de ses rêves d'enfant, d'aller au bout de lui-même, de respecter l'idée qu'il se faisait de la justice, de l'ordre du monde et de la nature. J'ai été heureux d'esquisser son portrait. Ne partez pas, parce que maintenant, vous avez droit à une médaille à votre nom. Je vous remets au nom de l'Académie. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Michel. Michel. Voilà. On est magnifique, on dirait une photo de classe. Ah oui, si, Michel. Venez. Un Michel chasse l'autre. Votre sœur est là? Non, non, vous restez aussi. Votre sœur est là? Venez, madame. J'espère que je n'ai pas dit ton bêtise. Ça va? Oui, je pense qu'il a été très heureux de vous entendre. C'est très bon. C'est bon? Michel. Allez, Michel Roussin. Michel Roussin est demandé en cérémonie. Non, mais tu attends. Merci beaucoup. Bon. Ça ressemblait? Merci. Ah oui, ça ressemble. Ouais, j'ai été pas mal aidé. Hein, Ah oui, c'était très sympa. C'était très, oui, oui.